Tu sais combien il y avait de drones par jour sur les feux des palissades? J'en sais rien, moi je pensais 20, 30, une allez. dizaine, vingtaine. Entre 600 et 900 drones. Debout là-dedans, bienvenue sur Lâcher Solo. Émission spéciale à nouveau, puisque vous voyez, la configuration, c'est la configuration Jérôme Hédard. Bonjour Jérôme. Bienvenue à toi, merci d'être là. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas vu les émissions précédentes, Jérôme est pilote au Cal Fire, donc en Californie, pilote sur Tracker, pilote de Bombardier. Et en plus, c'est ta 29e saison cette fois-ci. Oui. Ouais, c'est ça, toi. Ça. Donc, tu as volé sur C130, sur P3, Sur DC4. donc, comme tu es un pilote d'expérience, que tu es en plus maintenant instructeur, Depuis voilà, 10 ans, ça fait 10 ans. tu partages ton expérience, tu la partages aussi avec nous. Donc, si vous avez des questions, là, écoutez, vous les posez. On va dérouler un petit peu d'actu, on va parler de pas mal de choses. Je ne sais pas combien de temps va rester l'émission, mais préparez un verre d'eau, préparez des cahuètes. On est parti. Nous, on est prêts. Nous, on est prêts. Attention. On va attaquer avec un petit peu d'actualité liée au bombardier d'eau. Premier sujet, alors je ne vais pas vous l'apprendre, vous avez tous vu les communiqués de presse qui ont été diffusés hier. Il y a eu un incident, on peut même parler d'un accident avec le Pélican 35 en Corse hier. Alors il y a eu beaucoup d'emballements médiatiques sur cet événement. J'ai eu la chance d'avoir des informations par des gens qui sont relativement proches du dossier, donc je vais pouvoir faire un petit point sur ce qui s'est réellement passé, sur ce qu'on peut dire aujourd'hui, de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Alors, ce qui s'est passé, le point essentiel, c'est que cette semaine, les équipages de Canadair étaient à Ajaccio pour ce qu'ils appellent la MCO, la semaine de montée en conditions opérationnelles. En gros, c'est une semaine d'entraînement intensif qui est assez proche des rythmes qu'ils peuvent avoir en saison. Et donc, ce qui s'est passé hier, c'est que sur un vol d'une Noria de 4 avions, ils ont fait un exercice de navigation. Ce n'était pas un exercice d'écopage, contrairement à ce qui a été publié à droite et à gauche. Mais à culpa que j'ai publié aussi, puisqu'au moment où j'ai fait mon article, je n'avais pas l'info, mais je l'ai eu après. C'est un exercice de navigation, c'est-à-dire que un Canadair, il faut apprendre à le piloter en vol, mais c'est aussi un avion marin, donc il faut savoir le manœuvrer à l'eau. Et c'est ce qu'ils ont fait. Lors de cet exercice à l'eau, ils ont touché un haut fond. Deux appareils ont touché un haut fond, le 45 et le 35. Le 45, ils ne s'en sont pas aperçus visiblement. Les échos que j'ai eus, c'est... ils ont senti... Il faut se rendre compte que c'est un écopage, c'est extrêmement violent. Donc, ils ont peut-être senti un choc un peu plus dur que l'autre, mais ils sont rentrés à la base et c'est à la base qu'ils ont découvert que, il y avait quand même des marques. Je ne connais pas l'ampleur des dégâts, mais c'est pas non plus catastrophique. Par contre, le 35 qui était dans l'eau, lui a subi un choc beaucoup plus dur et ils se sont aperçus qu'ils embarquaient de l'eau, donc ils sont restés dans l'eau. Ils ont prévenu les secours en disant voilà, on a un problème, on se rapproche du rivage. Très rapidement, il y a des vedettes, des pompiers, du CROSS qui se sont approchés et l'avion a été remorqué jusqu'à la côte pour éviter qu'il s'enfonce trop. Normalement, il est posé sur du sable. Tout simplement, donc il ne coulera pas plus. L'équipage est sain et sauf, ils étaient 3 à bord, donc pilote, copilote à instruction et un pompier corse qui était là en observateur et qui a sans doute eu droit au plus insolite baptême de l'ère de l'histoire, mais bon voilà, ils s'en sortent sans aucune blessure. Par contre, l'avion est immobilisé pour un certain temps parce que dans un premier temps, il va falloir analyser ce qui s'est passé, analyser les dégâts, le temps de réparation, et puis là va se poser un vrai problème, c'est qu'il va falloir sortir l'avion de l'eau, et c'est à Porto Vecchio, comment ils vont faire pour emmener ensuite l'avion de Porto Vecchio à sûrement Nîmes, parce que c'est là qu'on pourra le réparer. Il y a plusieurs options, le rafistoler, le refaire décoller depuis l'eau, mais bon, quand tu as pris un pet dans la coque, est-ce que c'est une bonne idée? Il y a l'autre option, sortir de l'eau, faire des réparations un tout petit peu plus complètes. Et troisième option, sortir de l'eau. Systématiquement, de toute façon, il faut le sortir de l'eau, le démonter, le convoyer par la route jusqu'à Figari, et puis compléter les réparations, et puis le convoyer par la route, par les airs de Figari à Nîmes. Alors, j'ai pris Figari parce que c'est la piste la plus pratique. Il y a Solenzara un peu plus au nord, mais il faut traverser des reliefs. Donc, ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Bon, donc on va voir. Et redécoller depuis la terre ferme, oui, mais il faut une piste. Et la piste d'aérodrome la plus proche, c'est Figari. Donc il faut traverser la moitié sud de la Corse.
Bateau-grue, puis navigation jusqu'à Zara ou Bastia. Le mettre sur une barge éventuellement. Ouais. Et puis le ramener, ouais. Donc voilà, ça c'est les questions qui se posent au niveau de la sécurité civile. J'espère qu'on aura des informations régulières, des points sur la façon dont l'affaire est gérée, parce que c'est un accident, enfin, c'est un accident grave, parce qu'il y a de la casse machine, il y aura de l'indisponibilité machine forcément. C'est sans doute réparable. Après, c'est le temps qu'il va falloir prendre en compte pour le réparer qui va poser problème. La saison arrive. Et pas sûr qu'on puisse compter sur le 35 cette saison. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Il y a eu beaucoup d'emballements médiatiques, beaucoup de gens qui disent ouais, ben, c'est parce que les avions sont mal entretenus. Bon, alors là, bien entretenus ou mal Ouais. entretenus, hein, quand tu tapes, tu tapes. Hein. Ouais. Alors, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un Canadair s'échoue ainsi. Il y a déjà eu des accidents à l'écopage. Moi, j'en ai 2 en tête qui avaient fait des morts. Hein, le Pélican 41, le Pélican 43. Où là, il y avait eu des accidents à l'écopage. L'avion avait redécollé, était tombé. Le 43, je crois que c'est les trappes de train avant et l'eau qui s'était engouffrée. Donc, l'avion s'était cassé en deux et avait coulé aussi. Là, s'échouer comme ça sur un haut fond, je crois que c'est inédit. Mais pour la petite histoire, on en a discuté juste avant de prendre l'antenne, il y a quand même un Canadair français, un CL215, le Pélican 25, qui est devenu un spot de plongée dans la baie de Sagone, parce que justement, il lui est arrivé un problème. Alors, je n'ai pas eu le temps de rechercher les causes de l'accident, mais le Canadair était sur l'eau, il a coulé, l'équipage s'est carapaté, et l'avion n'a pas pu être sauvé, il est devenu un spot de plongée. L'avion était neuf, il était arrivé l'année d'avant. Il a coulé en 71, il avait été livré en 70. Mais depuis, les plongeurs corses ont un Canadair à visiter. D'accord. Bon, voilà. C'est aussi une solution possible pour le 35, mais je ne suis pas certain que ce soit la solution préférentielle. Bon, voilà, ça c'était la grosse info du jour. Heureusement, il n'y a que de la casse mécanique, je pense, réparable. Les équipages n'ont rien, si ce n'est que, bon, je pense qu'ils sont un petit peu choqués, tu es un petit peu secoué quand le BEAE qui commence à te poser des questions. Je pense que c'est pas une situation anodine, mais bon, voilà. Comme disent certains, on en rigolera dans quelques années. Ouais. Alors ça, je vous la sors parce que je l'avais trouvé énorme. C'est Franck May sur une discussion justement sur l'accident qui nous a déterminé que au moment où ils ont fait leur manip, c'était peut-être un moment où il y avait de la marée. Il y a un peu de marée en Méditerranée. Ici, on a une évolution entre 50 et 65 cm, donc 15 cm de marée. Là, tous les Bretons sont morts de rire. Mais 15 cm, des fois, ça compte pour un haut fond. Alors, c'est une hypothèse. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est marrante. On a appris, et j'en ai parlé la semaine dernière pendant une dizaine de minutes, je n'ai pas fait plus long parce qu'il n'y avait pas plus à dire. Il y a eu donc, comme tu le sais, voilà, en 2023, Gérald Darmanin a promis aux élus du Sud-Ouest qu'il y aurait une deuxième base d'avions de la sécurité civile dans le Sud-Ouest pour avoir une réponse plus rapide pour répondre au feu, pour éviter ce qui s'est passé en 2022, où effectivement la réponse aérienne a été pas aussi rapide que prévu, avec un feu qui est parti à une vitesse démente. Et bon, on s'est retrouvé dans une situation intenable. Et donc, il leur a promis une deuxième base. Ouais. Pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Les élus locaux ont contacté les ministères et puis ils ont fini par avoir une réponse. Donc la semaine dernière, Retailleau a répondu non. Il n'y aura pas de base. Il n'a pas argumenté pourquoi. Mais il a juste dit il n'y en aura pas. Et moi, de mon point de vue, une deuxième base, je ne vois pas l'utilité. Mais tu parles d'une deuxième base principale ou une base secondaire? Pour revenir à ce que moi je connais, Cal Fire a une seule base principale, c'est McClellan, c'est Sacramento. Et les avions reviennent en fin de saison, sont révisés en maintenance, etc. Et après sont redispatchés au printemps pour démarrer la saison suivante dans les bases secondaires des bases saisonnières. Voilà. C'est le principal problème que j'ai eu, c'est une question de vocabulaire. Ouais. Comme en France, on parle de Canadair quand on parle de bombardier d'eau. Là, ils ont parlé de base sans nous définir ce que c'était. C'est ça, d'accord. Et en France, il y a plusieurs types de bases. En gros, il y a la base principale, où on assure la maintenance, où les pilotes sont leur bureau, par exemple, les salles de formation, les bureaux techniques, le commandement, puisque maintenant le commandement
du groupement avion, etc., est à la base de Nîmes, Ouais. et plus à Paris. Il a été relocalisé à Nîmes. Derrière, il y a quoi? Il y a les pélicandromes, qui Ouais. sont des stations de remplissage, où les avions peuvent rester, s'il faut rester 1 heure entre 2 interventions, ils peuvent. Ils sont là pour le remplissage, mais ils repartent. Ils peuvent faire le plein de carburant Tout à aussi, fait. mais les pilotes ne dorment pas sur place. Et il y a les bases de détachement saisonnier. Voilà. Alors, il en reste plus qu'une, c'est Ajaccio, Ouais. où il y a une base avec un bâtiment en dur. Alors, je ne l'ai jamais visité, donc j'imagine qu'il y a une salle de repos, il y a une salle de Ouais, briefing. c'est comme nos bases à nous. Voilà, et puis ils vont dormir à l'hôtel pas loin. Ouais. Et il y a une petite structure de maintenance pour faire les visites quotidiennes Ouais. et hebdomadaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle un détachement saisonnier. Voilà. Le problème, c'est que les élus du Sud-Ouest à qui on a promis une base, je pense, et l'interprétation que j'ai faite, moi, de leurs propos, c'est qu'ils s'attendaient à avoir un Nîmes numéro 2. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 23 avions, donc il y a 12 Canadair, et 6 à Mont-de-Marsan, 6 à Nîmes, toute l'année. Ouais. Les Dash, 4 et 4. Ouais. Les 3 beach, on en coupe un en Ouais. deux, et Ouais. il y en a un qu'à l'avant et l'autre qu'à l'arrière. Mais Ouais, ça sert à quoi? Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça Par sert à rien. contre, et c'est là que le débat n'a pas eu lieu, et c'est pour ça que c'est un peu dommage, et c'est pour ça que je repasse une couche là-dessus, c'est que les bases, non, parce que la maintenance, il suffit d'avoir un seul endroit et des grands hangars, ça Tout à suffit fait. largement. C'est ce qu'on voit à l'écran. Autre argument, on n'a pas besoin de Canadair à Mont-de-Marsan au mois de décembre. Non. Par contre, se battre pour avoir des détachements saisonniers et des avions présents sur les périodes à risque, ça c'est autre chose. Moi, quand tu m'en as parlé, moi je me suis dit oui, détachement saisonnier, ça me paraît assez évident. C'est à quoi? 1h30 de Nîmes? C'est 1 heure en Dash 8, 1 heure et demie en Canadair. Bon, voilà, ça me paraît évident. Laisser 1, 2, peu importe après le nombre, mais au moins ils sont là pour la saison. Voilà. Et c'est un peu comme Ajaccio en fait. Ajaccio, l'idée elle est là. C'est-à-dire que Ajaccio-Nîmes, c'est 1 heure et demie de vol, donc voilà. Alors, et puis il y a un risque fort à Nîmes, il y a des risques du côté de Bordeaux qui sont différents, mais qui existent. non, mais c'est ça. C'est-à-dire, bon, on détache pour la saison, et on va dire de juin à fin septembre. Ouais. Et il y aura, admettons, 2 Dash, admettons, je sais pas quoi. Eh oui, mais en fait ça existe déjà. Ok, Bordeaux, d'accord. les Air Tractor. Alors, ça, à mon avis, tu touches un autre sujet. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de la sécurité civile. Ah si, parce que les Air Tractors sont loués au titre des Ah, moyens exact. nationaux. Exact. Alors après, là ils sont à Bordeaux. Bon, Ouais. s'il faut les mettre à Mont-de-Marsan, on les met à Mont-de-Marsan, tout à mais fait. ça existe, l'implantation est déjà faite à Bordeaux. Donc ouvrir une autre base, améliorer celle de Bordeaux, parce que visiblement les équipages ont leurs salles de repos dans des Algeco qui sont mis dans des vieux hangars aéronautiques. Oui, ouais, ok, d'accord, il y a peut-être un travail à faire là. Sauf que, oui, alors, c'est la sécurité civile, ils ont un contrat avec des... Sauf que le Air Tractor, c'est pas le Dash. C'est Non. pas la même quantité. Non, mais le travail à faire de ce détachement-là, c'est l'attaque initiale. D'accord. Donc, le Air Tractor. Les Air Tractor. Voilà. Ils sont combien? 2? 6. Ah ouais, ok. Alors, la première année, ils étaient 4. Ouais. Et cette année, ils étaient 6. Je savais pas ça. Et voilà. Et donc, 6 avions basés à Bordeaux toute la saison. Est-ce que ça, ça va être toutes les années maintenant comme ça? Visiblement, c'est pérennisé. D'accord. Alors, les contrats, le problème, c'est que les contrats sont signés parfois un peu tard. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est une grande tradition, ça. Ouais, et que de fait, alors je ne sais pas ce qui va en être cette année, je n'ai pas encore suivi le sujet, mais si on a loué des avions à des sociétés australiennes, c'est que quand ils se réveillent au mois de mars, tous les avions disponibles en Europe ont déjà leur contrat, et donc il faut aller les chercher ailleurs. Et ça coûte cher. Mais on est en dehors de l'histoire de concevoir une deuxième base. Là, on est sur, on complète des éléments avec des renforts. On renforce avec des éléments de location. C'est des Air Tractor, ça peut être aussi des hélicos. Oui, tout à fait. Ou alors un mélange des deux. Et un mélange des deux, c'est ce qui est le cas. Il y a même eu la première saison en 2023, un Dash 8, un Q400 AT, loué à Conner, immatriculé au Canada, qui était présent aussi à Bordeaux en renfort. S'il faut renforcer la base de Bordeaux, améliorer les installations qui existent déjà, oui, voilà, et la base, elle existe. Donc en fait, ce qu'a fait le gouvernement, c'est dire on ne va pas créer un nouveau truc, on ne va pas se compliquer la vie, il y a déjà un truc qui existe. Alors moi j'ai une question, c'est Carcassonne.
Donc, ce n'est pas un détachement saisonnier. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Et Il y a pourquoi? plus. Parce que la base de Nîmes, avant, c'était légitime parce que tu avais des trackers qui étaient à Carcassonne, Ouais. mais les avions étaient basés à Marseille. Ils ont rapproché Ah oui, la base de Nîmes, et donc en plus avec des Dash 8 qui sont plus rapides, le détachement de Carcassonne, finalement, ne servait plus à grand-chose. Donc le détachement de Carcassonne a disparu, tout comme le détachement saisonnier de Cannes a disparu. Est-ce qu'il faut les réintégrer, les réimplanter? Donc, ça, c'est quelque chose en de... fait, la stratégie, je Ouais. compare avec ce que je connais, la stratégie de Cal Fire, c'est de mettre des avions de façon saisonnière, donc à Bordeaux, à Mont-de-Marsan, à Carcassonne et ailleurs, et à Nîmes, et à Cannes, etc. Donc 2 avions ou 3 avions par base, de façon à répondre initialement le plus rapidement possible. La différence, c'est que la zone à couvrir en Californie, du nord au sud, il y a combien? 1500 km? Ouais. Alors que, bon, la zone à couvrir en France, les zones à risque, elles sont quand même moins étendues, même s'il y a une certaine distance, hein, entre Nice et Bordeaux, il y a quand même une certaine distance. Mais c'est pas les mêmes... la façon dont les éléments sont mis en place est légèrement différente, puisque la base centrale, elle est vraiment au centre de la zone. Voilà. Mis à part le fait d'Ajaccio, pour des raisons à la fois qui tiennent de l'historique, du diplomatique aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. Après, est-ce que Marsan serait idéal? La base est fermée en été apparemment, il faudrait réorganiser une partie du personnel pour la maintenir à l'année. Ça, c'est un vrai problème qui a été soulevé, et surtout pas par les élus locaux. La base de Mont-de-Marsan, forcément l'été, il y a l'échelon de protection qui est là, mais par exemple, si ça se trouve, le MES, il est fermé. Tu viens de faire ta journée de feu de forêt, tu te poses, tu as besoin d'un sandwich, il est midi, il n'y a personne pour t'en apporter un. Mais aujourd'hui, c'est plus un problème, ça. Si. Ah bon, il n'y a pas des restaurants qui livrent Si ta base est fermée. Fermée. La base fermée. Elle n'est pas ouverte, il n'y a pas d'unité, il n'y a personne. C'est vide, il y a juste les cocoys qui patrouillent autour. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôleur aussi. Oh bon, tu peux bosser en auto-info, hein, ça, c'est sûr. Voilà. Bon, bref, c'est un sujet, ça a été un sujet assez houleux. Il y a beaucoup de gens qui ont pris l'option de dire, bah oui, et reprenant les arguments des élus locaux du Sud-Ouest, bah ouais, mais ils ne s'occupent pas de nous, ils en ont rien à foutre, ces cons-là, tout ça. Bon, bref, moi je pense que sur le plan opérationnel, avoir 2 bases, à condition que ce soit bien des Nîmes 2, ça n'a aucun sens de diviser les centres de maintenance. Tu divises ton stock par 2, tu divises tes équipes par 2, ça n'a aucun sens. Non, aucun sens. Alors, je reviens sur les tracteurs. Ouais. En mettre combien? 4 ou 6 à Bordeaux, ça veut dire qu'il manque des avions à la sécurité civile, en fait. Ah, ça, c'est peut-être ce que 2022 a montré. Ceci dit, en 2022, on n'avait pas l'équipage. Je reviens sur ma théorie. Ouais. C'est que les trackers, il fallait les remplacer par d'autres trackers et rajouter les Dash, et non pas remplacer les trackers par les Dash. C'est-à-dire augmenter plutôt que soustraire. Alors, augmenter. Ouais. En nombre. Ouais, oui. Le nombre. Ça n'a pas été l'option choisie. Bah oui, et du coup, ça n'a pas été l'option. Du coup, ils se rattrapent en louant des air tractors. Donc ça veut bien dire qu'ils admettent quelque part qu'il leur manque des avions. C'est le constat. Après, il y a eu des pressions politiques locales de façon à ce que... Parce que les pressions là qui ont été mises à jour avec l'histoire de Mont-de-Marsan, elles existaient déjà du côté de Bordeaux. Et on a mis des avions en place à Bordeaux qui... Pardon, mais depuis les 2 ans où le contrat a été signé, les avions autour de Bordeaux n'ont quasiment rien fait. Alors, oui, mais tu vois... Et pour qu'ils trouvent de l'action, il a fallu qu'ils aillent du côté de Carcassonne. Ouais, mais c'est tout le problème du feu de forêt, c'est que tout le monde me demande, alors cette saison, la prochaine qui arrive, là, comment ça va être? Est-ce que vous attendez à une saison? Et ça fait un paquet d'années que je fais ça, et on peut pas... C'est impossible de dire, ah bah, ça va on va cartonner, ou alors on va rien faire, ou alors... C'est impossible. C'est impossible de savoir à l'avance ce que ça va donner. Donc il faut le maximum de moyens, quoi qu'il arrive. Le problème, il est là, c'est que c'est toute la difficulté de gestion des moyens aériens, c'est qu'en fait, c'est géré avec une gestion moyenne, en espérant que la saison ne sera pas très active. Et puis, tout à coup, on prend des cartons, et là, tout à coup, il n'y a pas assez de moyens, du coup, politiquement, ça crie de partout, etc. Donc, tu vois bien que louer des air tractors, ça a été une réponse politique, etc., mais aussi admettre qu'en fait, il manque un peu des avions. Et ils ont renforcé aussi les hélicos, et le travail de renforcement des moyens continue, puisque en fait, il y a des
Les nouveaux Dragons, les H145 D3 qui commencent à rentrer en service, Ouais. vont être équipés de Bambi Bucket Ils pour vous emmènent justement. combien? Alors ça par contre, c'est pas encore fait parce qu'ils sont en train de faire les premiers essais de Bambi Bucket sur le H145. Alors il emmène 1000 litres. C'est vraiment pour faire de l'appui sur des points chauds. D'accord. Mais c'est toujours ça en Ouais, plus. c'est toujours ça en plus. Toujours ça en plus. Alors ce qui est très clair aussi du côté de la sécurité civile et ce qui a été expliqué dès le départ, c'est que les dragons là sont pour faire du Ouais. secours à personne. Ouais. Que le feu de forêt sera une mission secondaire. Auxiliaire, ouais. Voilà. Mais la priorité, c'est le secours à personne. Ouais, tout à fait. Après, s'il y a des machines disponibles parce qu'il y a un feu, faut traiter un départ de feu à un autre endroit et ainsi de suite. C'est des moyens à relocaliser. Effectivement, on fait venir des air tractors d'Australie, ce qui est un non-sens. Ouais. Il faudrait les louer en Espagne, notamment. Il y a un autre point aussi que je voulais préciser, c'est que là, on a des air tractors qui sont des air tractors à roues. Peut-être que ce serait mieux d'avoir des Firebus Ouais. Bah oui. basés à Bordeaux ou à Cazaux ou à d'autres endroits, puisqu'il y a plein de zones décopables, donc ce serait intéressant aussi d'avoir. Ou alors peut-être un mix entre les air tractors et les Firebus, d'avoir les deux. Voilà, bon, il y a plein de choses à penser là-dessus. L'idée d'une base Nîmes numéro 2 à Mont-de-Marsan est abandonnée. Pour moi, c'est pas une mauvaise idée. D'autant plus que Mont-de-Marsan ne l'était pas, mais aujourd'hui, il y a un pélicandrome à Mont-de-Marsan. Ça veut dire que pour couvrir la partie sud des Landes, pour couvrir les Landes, tu as Bordeaux et Mont-de-Marsan maintenant en pélicandrome, ce qui te permet d'équilibrer tes moyens. Ouais. Au-delà de la deuxième base, etc., en fait, ça montre plusieurs choses. Et principalement, à mon avis, un manque d'avions, voire d'hélicoptères, pour couvrir toutes les régions à risque. Alors, il y a pas mal de départements qui, au niveau des hélicos, investissent. Il y a des hélicos bombardiers d'eau légers dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, il y en a du côté de Nice aussi. Donc, en fait, les départements du pourtour méditerranéen louent des moyens. Et ça va loin parce que, par exemple, même le Gard, qui a la base de la sécurité civile sur son territoire, a des HBE et loue un Cessna 182 au Russe 30 pour faire de la reconnaissance, en plus de ce qui existe. L'Hérault, on le sait, il y a les Trush, etc. Donc là, ce que je reproche un peu aussi aux élus de la région des Landes et de Bordeaux, etc., c'est que eux n'ont qu'un seul discours, c'est les moyens nationaux existent, ils sont à notre disposition, on a besoin de ces avions-là. Mais il n'y a pas d'investissement particulier pour dire, OK, les moyens nationaux sont un petit peu sous-dimensionnés, nous pouvons les épauler en faisant, c'est un budget de 2-3 millions d'euros par saison, c'est le prix d'un rond-point, quoi, hein, donc c'est pas grand-chose sur leur budget. Puis on va pas me dire que la région de Bordeaux, elle est pauvre. Ce que je reproche, moi, c'est le problème de discours, c'est les moyens nationaux doivent venir nous défendre. Oui, ils doivent. Mais ils doivent défendre de la Guadeloupe à la Réunion. Commencez par vous défendre vous-même. Commencez aussi un peu les régions. Moi, quand j'ai visité la base de Bordeaux en 2023 avec Franck, la première chose qu'on nous a dit, oui, nous on en a investi, on a un hélicoptère, on a un Charlie 33, vous vous rendez compte, oui, il emporte combien le Charlie 33? Ah non, il n'emporte rien, c'est juste un hélicoptère d'observation. Les gars, le coût de l'heure de vol d'un hélico, pour faire de l'observation, c'est bien, mais dans ces cas-là, mettez 3 ou 4 Cessna 182, vous allez voir, pour le même prix, vous allez couvrir la zone. Bon, après, il y a leurs histoires de caméras de détection, ça marche très bien. En Californie, vous avez un système qui marche super. Donc, voilà, il y a un moment, il faut aussi avoir un discours de dire, bon, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça. La répartition des bases saisonnières en Californie est faite de façon à faire, suite à l'alerte, de faire le premier largage dans les 15 voire 20 minutes maximum. Voilà, donc c'est l'équivalent du guet aérien armé, ce qui reste la meilleure tactique. C'est-à-dire que c'est d'attaquer le feu au plus vite, de façon à ce qu'il soit en taille encore réduit, de façon à ce qu'on nous donne la meilleure chance de l'arrêter, et après de l'éteindre. Taper fort et taper vite. Voilà. C'est le principe de la bagarre. Hein. C'est le principe de la bagarre. Tu tapes le premier très fort et très vite. Très fort. Voilà, ça c'est la base donc, de la sécurité civile française. C'est une photo un peu récente. Nîmes, parce que là, on a 6 Dash sur 8, une petite partie des Canadair et puis un King Air. Il n'y a plus les trackers. C'est marrant qu'il y ait les Dash devant et derrière. Alors il y a des histoires de parking. Le parking, il est
Bah, tu vois, il n'y a que 3 avions en largeur il est un peu limité en taille, le parking, mais je crois qu'ils ne peuvent pas l'agrandir plus que ça. Mais pour l'instant, les 23 avions, ils tiennent. Ah, d'accord. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, la base McClellan, tous les avions qui sont sortis d'atelier, bah, ils sont garés là en attendant de partir sur leur base. Ouais, Quoi. tout à fait. Donc quand tu arrives là, que tu vas visiter, tu les as tous là et là, tu kiffes. Premier plan, il y a un Beech 200 aussi. Ouais, ils en ont 3. Ouais. Ils ont 14 Bronco, 23 trackers, 8 Hercule. 8 Hercule. 7 plus 1. Ouais, 7 plus 1, on va en reparler. Alors, ils ne sont pas encore tous tankés, on va en parler juste il y en a après. que 2 et le 3e est en route. Voilà, bah, ça c'est le grand. Non, ça c'est le deuxième hangar. C'est le grand hangar. Ah, c'est le grand hangar, C'est celui-là. l'ancien hangar de l'US Air Force. Et de l'US Forest Service aussi. Et ouais, mais ça a été tellement bref que. Ouais, 2 ans. 2 ans. Ouais. C'est à côté des Coast Guard et c'est un truc qui est énorme. Ouais, bah, on pouvait y rentrer 4 Hercule, un truc comme ça. Ouais. Hein. Donc c'est là que une partie de la maintenance des trackers, des Broncos se fait. Hein. C'est que les trackers et les Hercules. Ah oui. Et les Broncos se font dans les petits hangars. Ouais. On avait visité, lorsqu'on était passé, alors nous, on était passé à des moments où l'activité pas intense. C'est peut-être lié aux horaires à laquelle on est passé, mais ouais, c'était impressionnant quand même. Mais tu vois, les 2 hangars où il y avait d'un côté les Broncos et de l'autre côté les trackers, ils ont supprimé les trackers, ils ont mis dans le grand hangar, et du coup, les Broncos, ils sont sur 2. Broncos et King Air. Et puis donc, vous avez reçu ça il n'y a pas longtemps, un petit cadeau, là. Et la NASA se débarrassait de cet avion, donc c'est un modèle C-130H, ouais. Et Cal Fire a eu vent de l'affaire. Je vous la fais courte, et en fait, ils sont allés chercher l'avion, il était de l'autre côté, dans la côte est. Ils l'ont ramené, et alors il y a eu pour la petite histoire, il avait des radios à bord, ils ont dû se poser sur une base et enlever les radios que la NASA ne voulait pas. Ouais, alors à la base, c'est un ancien HC-130H des Coast Guard, comme ceux que vous avez récupérés. Sauf que lui, un temps, a été donc affecté pendant 10 ans à la NASA. Ils l'ont utilisé comme appareil de test pour des liaisons satellites. Et donc, il doit avoir effectivement un certain nombre de radios satellites, un petit peu touchy, parce que lié à la dissuasion nucléaire peut-être, ou à d'autres espionnages et d'autres trucs. Et donc, ils n'en avaient plus besoin. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont récupéré à la place, je ne sais pas. Alors là, tu vois la photo, je l'ai prise. Donc tu vois le logo NASA, machin truc. Le lendemain... Ah, il avait été dépoilé? C'était tout blanc, ils ont gardé la ligne bleue là. Et le NASA, tout ça, c'était tout blanc. Bon. Ça a duré 24 heures. Bon, donc c'est une photo collector. Ah ouais. Ouais, il est très joli. Alors, il a des trous en plus justement pour ces histoires d'antennes. Et là, c'est un avion qui va rester cargo, qui a priori n'est pas planifié pour être modifié avion tanker. Là. Et alors, c'est un peu nouveau pour nous tous, parce que tout d'un coup, Cal Fire a décidé d'avoir un avion dédié pour faire du cargo, aller amener je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, dans l'État de Californie. Est-ce que tu peux mettre un bulldozer ou deux dedans pour les déployer? Un moteur, un machin, je ne sais pas. Mais en gros, ils se sont dit, bon, là maintenant, C-130, on sait faire, la NASA s'en débarrasse, autant le récupérer, et on va le garder pour des missions cargo. Alors, le Cal Fire a récupéré 7 HC-130H auprès des Coast Guard, qui ont reçu à la place des C-27J. Je ne suis pas sûr qu'ils y aient gagné au change. Ils ont bien perdu. Ils morflent. Parce que la NASA, j'ai essayé de regarder combien ils avaient de C-130 et je pensais qu'ils devaient avoir que celui-là. Ouais, c'est le dernier. Donc, le Cal Fire a récupéré des HC-130H auprès des Coast Guard, des avions qui étaient passés entre les mains du Forest Service qui voulait développer sa propre flotte et ça s'est jamais fait, ou de façon très amateur, si je me souviens bien. Pendant 10 ans, ça a été un peu la galère, etc. Ils ont réussi à en faire tanker 2 déjà. Donc, ils ont deux appareils équipés sous TRADS et qui sont rentrés en service. Et puis, il y en a 6. C'est pratiquement une farce, cette affaire, le Forest Service. Ouais. Moi, je les ai vus 2 fois sur un feu, n'importe quoi. Donc, ils étaient équipés MAFS en plus. Équipés MAFS, bon. Ils avaient 2 avions, mais ils n'avaient qu'une soute. C'est ça. Donc, alors, c'était le 116 et le 118. Oui. Et le 118, il est donc maintenant changé de peinture, Cal Fire. Le 116 aussi, ce seront probablement les 2 derniers à être transformés. Oui, parce que la transformation des C-130H, vu tout ce qui s'est passé avec les Hercules, etc., il y a des gros chantiers quand ils sont transformés en bombardiers d'eau, c'est-à-dire qu'ils récupèrent le caisson de voilure et mettent le caisson du C-130J qui est un peu plus costaud, d'après ce que j'ai compris, ou alors il est neuf, tout simplement. Mais ça, c'est un gros chantier, ça demande pas mal d'heures de travail pour les techniciens. Ouais, donc ils ont transformé le 122, le 121, ils vont faire la saison cette année, ils sont en train de
de travailler sur le 119, pardon, le 120, puis le 119. Pour les 3 derniers, je pense que ça sera un peu plus tard. Ouais, la NASA, la NASA, comme toutes les administrations, ils ont des besoins, et puis quand les besoins n'existent plus, ils dégagent les avions, point barre. Hein. C'est pas plus compliqué. Alors, juste pour terminer, l'instrumentation, c'est les Glass Cockpit. Et les pilotes qui ont fait le Ferry Flight, là, ils m'ont tous dit que l'avion, il volait hyper bien. Glass Cockpit hyper bien réglé, enfin c'est un plaisir. Alors que c'est pas forcément le cas des anciens avions Coast Guard. Ouais, qui ont été un peu secoués. Surtout, malheureusement, c'est des avions qui n'ont pas volé beaucoup. Ah oui. Et ça, c'est un problème dans l'aviation, c'est qu'un avion qui ne vole pas, c'est un avion qui finalement se détériore. Le 121, c'est le nouveau, hein, c'est le dernier. C'est le dernier entré en service, donc le deuxième pour l'instant pour le Calfire. Donc il a reçu une soute, c'est une RAD XXL. Hein, c'est Coulson. Combien, 4000 gallons? 4000. Donc c'est 15 000 litres à la louche, hein, c'est ça? Donc là, ça commence à causer. Ouais, il a déjà le 121 et le 122, ils ont déjà fait des feux. Donc, Los Angeles, le 122, je crois. On regardera une vidéo tout à l'heure. Et le 121 du côté de Fresno. Donc, l'un des deux, je ne sais pas lequel, parce qu'ils ne savaient pas non plus, va être basé à Fresno pour la saison, et l'autre sera à Sacramento. Alors, Ben Moll qui nous dit, a priori, un seul bulldozer dans un C130, entre 11 et 14 tonnes, la bestiole quand même. Alors, on parle des bulldozers que vous utilisez au Calfire pour tailler des contrefeux. Alors, je ne sais pas quelle masse ils font. Je ne sais pas, c'est des gros. 4. Non, ce n'est pas forcément des très gros, mais je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont comme objectif. Moi, je pense plutôt, par exemple, si un Bronco a un problème de moteur à San Diego, c'est aller amener un moteur plutôt que de... Tu vois, je pense plutôt à ça, moi. Après, ça fait un gros déplacement pour une petite turbine, mais bon... Non, après, mais ça peut être ça, ça peut être... je sais pas. Est-ce que c'est des déplacements de pompiers? Est-ce que c'est pas... Pour être honnête, je pense qu'ils ont plutôt saisi l'opportunité d'avoir... Et après, ils vont réfléchir à ce qu'ils vont en faire. Éventuellement, un jour, ils le modifieront. Voilà. On verra. Pour l'instant, c'est pas sûr. En même temps, ça fait... Alors après, ça va dépendre aussi à quel prix ils l'ont acheté, parce que ça peut faire aussi une belle réserve de pièces détachées, parce que les C130H... oui. Il commence à être un petit peu âgé. Aujourd'hui, on trouve, si vous voulez du C130, vous avez du J. Les Américains n'ont jamais pensé à se servir du C17. Alors, le C17 en bombardier d'eau, la seule étude que j'ai vue passer sur le sujet, c'est chez les Australiens. Ils avaient pensé à un truc genre MAFS pour C17. Ok, très bien. Ils étaient allés jusqu'à... je ferai une émission dessus parce que c'est trop génial. Jusqu'à imaginer le système permettant de ravitailler en vol le retardant. Pour un exercice scolaire, c'est très bien. Hein. C'est ça. Après l'application opérationnelle. Le coût du gallon ou du litre de retardant. Voilà, quitte à remplir un avion autant qu'il aille larguer lui-même. C'est ça. Voilà. Oh tiens. Oh tiens. Oh, c'est quoi ça? Une voiture, un avion. Ouais. Dans ta caisse et puis ton zinc. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Dodge Challenger. Et voilà. Et l'autre, c'est un Tracker. Ça fait un peu plaisir pour rouler aux États-Unis. Quoi que c'est une voiture de base là-bas. C'est une voiture de base, ouais. Et donc ton avion, ta caisse. C'est ça. Et alors, c'est ce que je voulais montrer à Fred, c'est surtout qu'on avait accès à la piste sans problème. Moi, je vais faire ma prévol en voiture. Je pose ma voiture. Moi, je t'avais envoyé la vanne, c'est pratique quand il pleut. Puis tu m'avais répondu, mais quand il pleut, on ne fait pas de prévol, on n'a pas besoin, on ne vole pas. Voilà. Quand il pleut, tu laisses la porte ouverte? Non, mais ça, c'est les mécanos, c'est leur prévol. Ils ouvrent pour vérifier les ailes. Et au-dessus, tu passes la tête, tu regardes que... Non, parce qu'en fait, sur les trackers français, c'est par là que tu rentres. Oui, tout à fait. Non, vous avez la porte sur le côté. Il y a un couloir qui n'est quand même pas large. Hein. Oui. Toi, tu passes. Voilà. Bon, donc, moi, j'ai trouvé ce dessin-là tout à l'heure. C'est à propos de la basse. Donc, c'est un dessin de Vouch, un dessinateur pour la presse d'eau, un peu satirique, mais pas très méchant. Plus grinçant que méchant. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Vouch? D'après les études de faisabilité, c'est tout à fait faisable, mais d'après les études d'idiotabilité, c'est complètement idiot. Voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne conclusion à cette histoire. Bon, en gros, une base, oui, on pourrait, mais ça sert à quoi? Alors, les trackers français, c'était des avions d'alpinistes. C'est vrai. Les trackers américains sont des avions de spéléologues. C'est pas faux. Oui, c'est l'idée. Oui, c'est pas mal. L'analogie est bonne. Tiens, puisqu'on parle des trackers,
sujet que je n'aborde vraiment jamais. J'ai remarqué. Vraiment, c'est un avion dont je n'ai jamais parlé. Le T15 est au Muro dimanche pour un meeting aérien, donc je pense que je vais y passer parce qu'il va faire sa démonstration en vol. Le T24 a participé au meeting de Muret, et d'après ce que j'ai compris, mais même si la liste n'a pas été encore officialisée, mais le T24 serait peut-être au Salon du Bourget pour les journées publiques. Ah bien. C'est autour du 20 juin, donc on en reparlera. On en reparlera. Il y aura le T15 aussi à Biscarrosse, on en reparlera aussi. Certainement. Voilà. En tout cas, juste pour l'anecdote, de ma part, bravo à tous les passionnés, les volontaires, tous ceux qui ont aidé à remettre ces avions en vol. Et la mécanique, la maintenance, les pilotes, tout le monde, bravo, parce que... Il y a eu un beau travail aussi de gens de la sécurité civile, qui dans les... pas seulement chez les techniciens, mais au niveau administratif, qui ont bougé pour que les choses avancent et pour que les avions soient rapidement réaffectés. Je trouve que d'abord, c'est des beaux projets. Ouais. Et que l'avion le mérite. Ça aurait été dommage que ça disparaisse, qu'on les mette en pot de fleurs, je sais pas où. Oublié. Alors, il y aura du pot de fleurs. Oui, mais au moins, il y en a quelques-uns qui il y en a un qui est prévu pour être en pot de fleurs à l'entrée de la base, ce qui est légitime. Mais il y en a un qui est dans les hangars et qui sert pour l'instruction de l'école technique de Nîmes, qui est dans parfait état et il va servir par plein... pour les gamins, pour apprendre à réparer plein de trucs. Donc lui, normalement, ne devrait pas souffrir trop. Le T01 est en cours de réassemblage aux ailes anciennes à Toulouse, donc il sera en exposition statique dans leur collection, mais ils sont très nombreux, les avions sont régulièrement entretenus, donc ça va être très propre. Il y a le T7 qui est à Aubenas. Pour l'instant, il est stocké à l'extérieur, mais on m'a promis qu'il y aurait un jour une installation en dur pour le protéger. Donc, il aura son petit hangar. Et il sera à l'abri et visitable. Très bien. Après, il y a il y a celui qui avait été endommagé à Béziers, ce qui avait entraîné le retrait de service. Alors lui, par contre, il est dans un sale état et je ne sais pas quel va être son avenir. Et le T11 qui avait été prévu pour partir au camp des Garrigues pour servir de cible pour les artilleurs, ça a été annulé assez rapidement. Et par contre, l'avion est toujours sur son chariot. Je crois qu'il a été utilisé pour des pièces détachées pour le 24 et le T15. Mais je ne sais pas ce qu'il va devenir. Mais globalement, on va dire que le bilan est positif au niveau... Ce qui est positif, c'est d'en voir voler déjà. 2 en vol. Il y en a 2 qui volent, quoi. C'est super. Ça, le jour où j'ai appris l'interdiction de vol des trackers, pour moi, c'était fini. Au mieux, ils partaient au musée. 2 en vol. Mais c'est un miracle. Bravo. Les 2 équipes, là, chapeau. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Ça a été fait. Et pour une fois, il faut le saluer, le souligner, dire tout le bien qu'on en pense. Et puis, il faut aller faire des photos maintenant. Et puis peut-être voler, on ne sait jamais. Autre sujet d'actu. Alors, celui-là, je sais que tu as des choses à dire et il est bien, celui-là. J'aime bien, je vais t'entendre là-dessus. Conner a donc acheté 2 Daher TBM 960 qui ont été livrés il n'y a pas très longtemps. Les avions sont partis en chantier parce qu'ils ont dû installer un poste d'observateur à bord et il y a peut-être une boule caméra qui peut être mise sous une aile, un truc comme ça. Bon, très bien. Il rentre en service en tant que avion Bird Dog, donc ASM et visiblement lead plane aussi. Alors le Bird Dog, le technique, c'est que le Bird Dog est derrière et que le lead plane est devant. C'est ça le seul truc. Les Canadiens préfèrent guider par l'arrière parce que ils pensent que c'est mieux pour déclencher le largage, etc. Et les Américains préfèrent le lead plane avec un avion devant qui guide et qui dit, en gros, le pilote de lead plane dit au pilote de tanker, voilà, tu largues à tel endroit au moment où le rocher et l'arbre, machin, le chemin, machin. Donc voilà, 2 techniques. L'avantage du Bird Dog, c'est qu'on voit tout de suite le résultat du largage, alors que le lead plane est obligé de revenir et dans son virage... en vente arrière, il voit le résultat et il prend en compte le deuxième. Ça, les 2 se valent, honnêtement. Oui, sur la technique, tu n'as pas grand-chose à dire. Par contre, tu avais des choses à dire sur le fait d'utiliser des avions monoturbines. L'US Forest Service, poussé par Bridger a réussi à faire accepter des monoturbines. Donc des Kodiak, c'est un peu comme des caravanes, en tant qu'avion Air Attack. Et donc après, quand je vois le TBM en avion Bird Dog ou Lead Plane, donc c'est des monoturbines.
alors qu'avant, on avait des biturbines. Voilà, on avait ce genre-là. Les TBM, normalement, vont remplacer à terme les TC690. Donc, c'est des aérocommandeurs qui ont été turbinisés, mais c'est des biturbines. Alors, le problème, c'est que ça, c'est probablement le meilleur avion pour faire ça, mais ils ont plein de soucis. D'abord, c'est des avions qui vieillissent et il y a peu de pièces, etc. Les derniers construits, c'est les années 70. Et ça, c'est le problème, mais sinon... C'est le meilleur avion. C'est mieux que le King Air. C'est mieux. Mais pourquoi mieux que le King Air? L'aile basse du King Air, elle est rapide, mais l'aile basse du King Air empêche une bonne visibilité. Celui-là est plus rapide, il est plus maniable, d'après ce que j'ai compris. Tous ceux qui l'ont piloté disent c'est vraiment le meilleur avion lead plane ou Bird Dog, mais ils vont disparaître. Alors, j'ai aucun doute que le TBM est un excellent avion, mais c'est un monomoteur. Ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce qui t'inquiète? Parce que c'est de la PT6 et on sait que la panne de la PT6, c'est quasi improbable. C'est ça. Bon, il n'y a pas d'oiseau dans le ciel, donc il n'y a pas de drone qui se balade. Donc, on y en parlera après. Tu adores les drones. Je hais les drones. Une petite parenthèse, les drones, je me doute bien qu'il y a un intérêt, notamment au niveau, à 10 000 pieds, faire du mapping. Mapping, faire du passage au-dessus, très bien. Mais par contre, les petits drones, alors là, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors, donc la question, c'est, toi, un monoturbine, tu as peur d'une collision volatile qui ferait que, là, dans ces cas-là, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de te poser droit devant. Il n'y a pas que ça. Bon, la turbine, ok, elle a une excellente réputation. Très bien. Ça arrive à des turbines, des pépins, ça arrive. Pas mettre de côté complètement en disant à 100%. Après, collision volatile, ça arrive aussi. Après, bon, les drones, c'est un autre problème. Donc, monomoteur. Toi, c'est un truc, ça te plaît pas? Ça me plaît pas. On parle des air tractors, monomoteur, basse altitude. C'est justement ce que j'allais te faire remarquer. Mais alors, les TBM Avenger qui ont été utilisés en bombardier d'eau, les P-51 Mustang qui ont été utilisés en air attack, il y a des Pilatus. D'accord, mais tout ça, c'était une époque où on a tenté des trucs. Il y a eu le Guardian, il y a eu d'autres avions monomoteur, et même pas des turbines. Des moteurs à piston. Avec du bon vieux piston des familles. Alors bon, je ne suis pas un fan pour les opérations basse altitude. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc toi, le TBM, pour toi, t'es pas fan? Non, j'aurais préféré du King Air, là, du 350, du je sais pas quoi. 260. 260, très bien. J'aurais préféré du biturbine, tout simplement. C'est pas tant l'avion, c'est le côté rassurant. Il y a celui-là aussi, le Caravan. Tu vas pas me dire que le Caravan, il n'a pas son rôle à jouer. Il a son rôle à jouer, mais en basse hauteur, je crois pas. Toi, tu veux que ces avions-là, à monoturbine, restent en ASM ou en choses comme ça, enfin, Air Supervisory Module. Non, mais des Horus, par exemple, qui surveillent un département à une certaine altitude en monomoteur, d'accord. Mais ils ne sont pas en lead plane, on aura des pâquerettes. Non. Oui, parce que voilà, il y a plusieurs formes d'utilisation de ces avions auxiliaires, soit en guidage des tankers, donc vraiment au contact de l'avion, ou alors en coordination. On orbite au-dessus du feu et on coordonne les moyens. Voilà, un King Air en train de leader un MAF, sans doute. Ça me paraît pas idiot. Ok. Voilà, monoturbine. Le King Air, depuis 50 ans, je crois qu'en lead plane, c'est... il y a le TC aussi, oui, effectivement. Alors maintenant, il parle de PC-12, il parle de... Bon, on va chercher toujours, on arrête les... J'en ai déjà parlé dans notre émission, c'est-à-dire qu'on voit toujours le coût. La fameuse photo avec... P2. Bon, celle-là, elle date un peu maintenant. Alors, il y avait des barons qui faisaient en lead plane. Les barons, ça s'est mal fini. Ils se sont aperçus que les avions, les longerons n'avaient pas tenu. Le truc, c'est qu'il faut se rendre compte que les avions qui font du feu de forêt, ils ramassent au niveau de la cellule à un point que les constructeurs n'imaginent pas. Et ça ramasse en vol au-dessus du feu. En plus, tu as les écopeurs qui vont ramasser pendant les écopages. Et en transit à 3000 pieds sol, c'est là où, en fait, la masse d'air est la plus virulente ou la plus... J'ai deux remarques là de Ben Moll qui sont intéressantes. Et le Partenavia P68 turbine, c'est pas surmotorisé, c'est vrai, mais la surmotorisation pour ces missions-là, elle n'est pas forcément... C'est des avions qui volent pas avec beaucoup de passagers, il y a 2 personnes à bord, donc ils sont légers. Mais même, je peux dire que le King Air, quand tu es dans le Colorado, je peux dire que les gars, ils serrent les fesses avec les King Air, mais oui. Quand même. Il y a des questions d'attitude, densité, etc.
Et donc, c'est à aile haute, bimoteur et de taille semblable pour ce qui est du partenariat par rapport au TC. Alors, le problème du TC, le TC, il est le 690, il est très motorisé, il est très véloce. Et surtout, effectivement, le cockpit est très dégagé des ailes. Donc Mais là, ouais. pour l'observation. Non, mais d'après, je te dis, d'après les pilotes que j'ai interrogés, c'est ce qu'ils préfèrent. Parce que les feux aux États-Unis sont extrêmement bien organisés. Bah, disons qu'on fait l'effort de l'organiser, c'est suite au crash de 2001, un feu pas très loin de Santa Rosa, où 2 trackers sont rentrés dedans, et les 2 pilotes sont morts. Et en fait, rapidement, on a dit il faut qu'on mette une procédure en place. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va pas tout décrire, mais l'idée c'est de faire une approche contrôlée par un avion qui est en fait comme une tour de contrôle. Donc, l'avion qui est la tour de contrôle, il est à 3000 pieds, en gros, sol. Selon le terrain, c'est l'avion Air Attack, l'avion de commandement, de coordination, et c'est lui qui organise la lutte. Et donc, quand on arrive à 12 nautiques du point de latitude-longitude, qui est le point du feu, on appelle l'avion Air Attack en disant voilà, je suis là, Tanker 85, 12 nautiques dans l'ouest, machin. Ok, vous êtes autorisé à rentrer dans ce qu'on appelle la FTA, Fire Traffic Area, et ou pas. C'est-à-dire que non, mais là j'ai déjà 10 avions, donc restez, en gros, restez dehors. Et si on est autorisé, ils nous donnent l'altimètre et la latitude à laquelle ils souhaitent les avions. Et en fait, c'est pour une déconfliction des avions et des hélicoptères, en fait, que tout ça soit ordonné. Voilà, et ça marche très bien. En France, quand il y a un feu, il y a une interdiction de survol pour tous les aéronefs de, je ne sais plus, 5 nautiques autour du feu. Ouais, c'est l'équivalent Donc de ça, ça. vous avez Ouais. aussi cette interdiction-là Ouais. qui est d'office, de fait. Ouais. Mais systématiquement, vous avez donc ce module qui vient gérer les feux, ou alors il y a des petits feux sur lesquels il n'y a pas la Alors, FTA. quand on part sur un feu, on part avec le Bronco, 2 trackers et un hélicoptère. Le premier qui arrive sur les latitudes-longitudes, donc le point du feu, il prend en compte. En général, c'est le Bronco. Mais si le Bronco a un problème, retourne à la base, donc le premier tracker, c'est lui qui prend en compte. D'accord, donc il y a toujours un module qui va va prendre en compte la coordination. Tout à fait. Donc là, c'est ce qu'on apprend aux futurs pilotes de tracker, c'est qu'en fait, ils peuvent être ce premier tracker qui prend en compte, qui va faire la clairance pour l'hélicoptère, et les autres trackers, éventuellement, qui vont se pointer. Alors lui, il fait la coordination pour lui et l'autre tracker, et au bout d'un moment, il y aura bien un Bronco qui va se pointer, parce que Tu as les fédéraux qui vont arriver, enfin les renforts, etc. les renforts, c'est pas forcément les fédéraux, mais pour le niveau de l'État, il y aura un Bronco d'une autre base qui va arriver, parce que le système, il est fait qu'il y aura toujours des avions qui vont arriver vers le point du feu. Si c'est pas des avions locaux, c'est des avions de l'unité d'à côté. Voilà. Donc tu prends en compte l'hélico, tu dis bah lui il est restreint à 500 pieds sol. Voilà. Les avions, les tankers c'est 2500 en orbite, et après quand ils sont autorisés à la manœuvre, ils descendent et ils font leur manœuvre, ils font leur largage. Chaque aéronef a donc des altitudes. Voilà. Voilà. Et donc, on ne va pas avoir de conflit entre les uns et les autres. C'est l'idée. Les aéronefs entrants entrent à telle hauteur et Tout à fait. descendent, Ouais. et ainsi de suite. Donc, en fait, qu'il y ait 2 avions à la même altitude dans le même orbite, c'est pas possible. Si, Mais ils sont dans la même boucle. ils sont à la même boucle. Et donc dans le même trackers, sens. On est dans le même sens. Donc en fait, en haut, il y aura le Bronco. Ensuite, en dessous, il y aura les trackers. Et enfin, près du sol, il y aura les hélicos. L'idée, c'est ça. Le FTA, qui est conçu par un pilote, Jim Cook, Jim Cook, super instructeur et un mec. Et en fait, il a conçu un truc qui est relativement simple. Il a pris un aéroport contrôlé, un aéroport de campagne, et il a dit voilà, ben, la tour, elle organise tout. Ben, en fait, on peut faire pareil. Il faut une tour. Il faut une tour, mais sur place. Ouais, une tour mobile. Ouais. Et donc, ce principe-là de FTA, il est appliqué par le Cal Fire, mais il s'est étendu. Il s'est étendu, et maintenant, aux États-Unis, tous les avions, en fait, on applique cette procédure. Il y a aussi un truc qu'il faut spécifier aussi, c'est que les aéronefs qui interviennent sur les feux peuvent provenir de compagnies différentes. Tout à fait. Donc, ils n'ont peut-être pas forcément non plus les mêmes standards d'entraînement. Si, parce qu'il y a des séminaires pour les sociétés contracteurs du Forest Service ou de Cal Fire, etc. Et on renforce l'apprentissage de la FTA, de façon à ce que tout le monde, sache ce que c'est,
hélicoptère compris. D'accord, donc là, il n'y a pas de rigolade. Il n'y a pas de rigolade. C'est comme ça. Et si vous voulez avoir un contrat, vos pilotes sauront et appliqueront cette procédure. Doivent être à ce standard-là. Ouais. D'accord. Et donc, toi, tu es instructeur, c'est différent, tu es pas examinateur de ces choses-là, mais toi, dans l'instruction que tu donnes à tes trainees, il y a une partie technique, c'est là qu'il faut larguer, c'est comme ça qu'on utilise l'avion, mais il y a une grosse partie de comment on se comporte sur un feu et comment... Une partie tactique et puis une partie surtout de procédure, de façon à ce que... quand on se mélange, on est dans quelques nautiques et on se retrouve des fois avec 6-8 avions, hélicoptères, etc. Il faut un pilotage précis et il faut appliquer des procédures. Donc ça fait partie des choses que, premier jour au Cal Fire. Ouais. Bon alors les gars, avant qu'on commence, je vais vous expliquer la FTA. Tout à fait. C'est vraiment leçon numéro 1 du jour numéro 1. C'est la base, c'est-à-dire que l'idée... c'est qu'on ne peut pas être efficace si on n'a pas des procédures qui sont respectées et appliquées de façon hyper précise. À la lettre. À la lettre. Et pour l'instant, le dernier accident, c'était 2001, de collision entre deux trackers. 2001, et on est en 2025. La dernière collision qu'il y a eu, c'était 2 hélicoptères, c'était il y a 2 ans, dans le sud, et en fait, ils étaient déjà dans la FTA. Il y a un hélicoptère qui n'a pas vu l'autre, qui est monté, en fait, il y avait un Skycrane. Ah oui, c'est l'accident à côté de Los Angeles, là, avec le Aircrane et l'hélicoptère qui était en instruction. En fait, il était en instruction pour un coordinateur d'hélicoptère, et il y avait un pilote, un instructeur et un élève, et le pilote n'a pas vu qu'en fait, en gros, il était en dessous il regardait au sol, et il n'a pas vu qu'il remontait, et dans sa trajectoire, il y avait le Skycrane. Et donc, sa pale a à peine touché une des roues du Skycrane. Le Skycrane, il n'a rien senti. Ah, il s'est posé, il n'a rien senti. Et j'ai discuté avec le capitaine, il dit, nous, on n'a rien senti, on a juste vu, on a tourné la tête et on a vu l'hélico qui partait. 3 morts dans l'hélicoptère d'à côté. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la dernière collision entre hélicoptères. Mais pour revenir sur les avions, il n'y avait pas du tout cette coordination avant. Et donc, en fait, c'était un peu la guerre Il n'y avait pas de TICAS à l'époque. Donc là, c'était à vue. Ouais, c'était à vue. Bon. Et en fait, depuis 2001, pas eu d'accident d'avion, de collision entre avions. Ce qui est déjà pas mal. Il y a eu peu d'accidents au Cal Fire quand même ces dernières années, puisque... Depuis 2014, oui. Il y a eu Craig. C'est lui, c'est le dernier. Oui, puis il y avait eu le Bronco qui était parti au tas en chassant des incendiaires. On parlait tout à l'heure des Liplane, il y a eu aussi des jets. Alors ça, c'est probablement un des avenirs potentiels, à savoir citation principalement, mais pas que, mais un petit jet bimoteur, un cockpit qui permet de voir, bien voir, une aile derrière, donc l'aile ne jette pas. En plus des ailes droites sur les citations, donc c'est pas des avions super rapides, mais justement, c'est pas ce qu'on cherche. Et ils ont une très bonne autonomie, donc en fait, c'est à voir. Mais est-ce que la consommation de carburant à basse altitude, un peu plus forte que sur les King Air, fait que économiquement, c'est plus intéressant d'avoir des King? Je dirais pour l'instant oui, mais à terme, l'avantage d'un avion comme ça, c'est qu'il peut quand même s'il n'est pas hyper rapide, peut quand même s'affranchir de distance, parce que lui, il monte en altitude, il part sur, je sais pas combien de nautiques. Alors, c'est pas hyper rapide, mais c'est du 700 km/h sur le genre d'engin. Donc là, il y a, je ne serais pas étonné que dans les années qui viennent, Cal Fire s'intéresse à avoir 1 ou 2 citations, notamment comme pour remplacer les King Air, qui sont des avions écoles pour les officiers aéros. Parce qu'à part les King Air, les citations, qu'est-ce qu'il y a que sur le marché en biturbine, un peu véloce, parce que tu peux toujours acheter du Twin Otter, mais... Après, il y a du Piaggio Avanti, je sais pas. Ah, le Piaggio. C'est vrai que ça ferait plaisir à Piaggio d'en vendre quelques-uns, parce que je crois qu'ils ont quelques difficultés ces derniers temps. Bon, puis on va terminer par une dernière partie. Il y a eu un événement quand même assez considérable au début de l'année en Californie, auquel tu n'as pas participé. Non. Mais il faut dire que ça s'est déclenché, tu étais encore en France. Et puis, mais qui a eu des conséquences effroyables. Alors, grosse surface brûlée, pas tant que ça finalement, parce que c'est 25 000 hectares, c'est pas si intense que ça. 10 000 maisons brûlées. Ça commence à faire. 24 morts, c'est beaucoup, mais il y a eu des drames pires que ça en Californie. Donc, mais surtout, ça a marqué les populations, parce qu'en fait, c'est Los Angeles qui a brûlé, quoi. Oui, alors bon, moi je vais un peu mettre un petit bémol.
moi, en 2000, c'est quoi, 2003, 2007, 2011, j'ai fait des feux similaires de l'autre côté de Los Angeles, près de Big Bear, machin. Ouais. Bon, c'était l'apocalypse, mais bon, on a oublié depuis. Mais le feu était rentré dans la ville? Le feu, les maisons, les pompiers sauvaient une maison sur 3. Donc, Ah oui, d'accord, ok. sauf, C'est toi. celle-là, on peut, oui, celle-là, on peut pas. Donc, ils mettaient des croix en disant celle-là, on peut. Donc en fait, la situation qu'on a vue au mois de janvier, c'est quelque chose qui, il y a 10 ans, était déjà arrivé, mais à une moindre échelle. Malibu a brûlé en 1968. Personne s'en souvient. Bah ouais, mais... Ah ouais, est complètement disparu. Aucune maison, machin. En fait, le problème, c'est que ces maisons étaient construites dans un endroit, dans une espèce de couloir de vent. Ouais. Et il y a des vents qui sont très similaires au Mistral, qui s'appelle les Santa Ana. Et et là, c'est arrivé en janvier, tout est sec. Et là, c'est du 100-150 km/h de vent établi. Bonne chance, les gars. Alors après, il faut se montrer pour dire que, bon, on essaie de faire quelque chose. Au niveau des largages, que ce soit les hélicos, les avions, les machins, compliqué de faire quelque chose d'efficace. Vous êtes, de toute façon, vos aéronefs sont prévus pour du feu de forêt. Ouais. Là, c'est du feu urbain. Ben oui, mais on est obligé de faire du feu urbain. En fait, on est obligé de protéger ce qu'on peut. Le problème, c'est que l'efficacité, elle diminue avec la force du vent. Soyons clairs. 150 km/h de vent, vous pouvez décoller. Ça dépend s'il est dans l'axe du... Ouais. Voilà, mais c'est surtout que, à quoi ça sert de décoller si quand tu vas larguer, ton retardant, il est parti... à droite, à gauche. À droite, à gauche, machin, il est vaporisé, donc ça sert à rien. Sauf que politiquement, il faut se montrer, parce que là, au niveau politique, c'est compliqué. Donc, en fait, ils n'ont pas fait grand-chose au début, parce qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ça, c'est difficile à vendre au niveau politique. Donc voilà, situation, on est sur les feux. Donc, tu vois le lead plane? Ouais. Voilà. Et en fait, l'autre, il est sur la ligne du lead plane. Ouais. Il est obligé de rester en hauteur, parce qu'il ne peut pas descendre plus bas. Parce que ça turbule trop, parce que... Bah ouais. Et en fait, il fait exactement ce que le lead plane lui a dit. Alors, la surprise, parce qu'il y en a une, c'est que là, tout le monde se dit, bah, il a raté son largage. C'est ce que je disais. Moi, là, ce largage, il ne sert à rien. Ouais. Sauf que le lead plane est revenu, il a dit, c'est exactement ce que je voulais. Parce qu'il avait anticipé sur la dérive. Il a dit, OK, il va larguer. Bon, le retardant va partir se plaquer de l'autre côté de la pente, là. En fait, il va aller se mettre sur la pente, là-haut. Alors, on voit bien que le retardant n'est pas super homogène, mais en gros... il est surtout, ouais, moi, je trouve qu'il est très, très dispersé. Oui, mais en gros, là, il n'aurait pas pu mieux faire. Ah ouais. Bon, bah voilà, on prend une leçon, là. Mais c'est intéressant. Ouais, alors, sauf que dans la foulée, bon, il a fait ce largage, puis après, il a dit, bon... le pilote a dit, bon, OK, c'est bon, là, on arrive aux limites de ce qui est faisable. Il a tenté, mais... Alors... Certains vont dire, oh, il aurait pu descendre plus bas. Ouais, mais enfin, ma philosophie, c'est qu'il faut mieux larguer un peu plus haut, puis pouvoir refaire un largage un peu plus tard. Mais quand tu vois les turbulences, il m'a dit, on ne le voit pas bien. Bah là, l'avion, il est dégagé complètement en profil. Donc bon, et voilà. Et après, il est allé se poser, et ils ont mis un stand-by sur les opérations en disant, bon, ça ne sert à rien, en fait. Invivable. On ne va pas faire ça toute la journée, quoi. Parce que le but du jeu... Le risque, il augmente. Et là, on va se retrouver à la fin de la journée avec des avions OTA, etc. Bon, bref. Des hélicoptères. Alors, la surprise, c'est que moi, je vois la vidéo, je dis, bon, bah, il tente un truc, ok, très bien, mais là, ça sert à rien. Enfin, c'est un largage qui sert à rien. Et malgré tout... Malgré tout, ça aurait pu être mieux, mais malgré tout, en fait, le retardant est arrivé là où le lead plane le souhaitait. Ouais, c'est fort. Ça donne aussi une bonne image. Ouais. À quoi sert le lead plane? Ce sont des gens qui connaissent à fond les feux, ce sont des gens très expérimentés, qui sont capables de sentir, bon, bah là, s'il me le largue là, on peut faire quelque chose. On avait discuté des lead planes beaucoup, parce qu'avec l'expérimentation de la 400M qu'il y a eu, on se dit, bon, bah, les pilotes de l'armée de l'air, on ne va pas les former sur feu, de toute façon, ils ont tellement d'autres missions à faire, que la solution, si on veut intégrer ce genre de gros engins dans les dispositifs, ça me paraît une évidence. C'est de mettre un lead plane devant. C'est une évidence, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le matin, ou même pendant l'année, il y aura des exercices lead plane avec les pilotes qui seront pilotes d'A400, etc. En admettant que le projet aille jusqu'au bout. Oui, voilà, parce que s'il est acheté par l'armée de l'air, par l'armée de l'air, qui dira, bon, ben, on viendra aider de temps en temps, voilà. Donc ils vont dédier, on va dire, quelques pilotes qui vont être entraînés avec des pilotes de lead plane, en espérant que c'est le concept qui sera accepté. Et donc ils vont se briefer, ils vont faire des vols d'entraînement. Et après, en fait, ça va dégager de responsabilités, de savoir, de connaissances, les pilotes de la 400,
qui n'auront qu'à faire de suivre juste le lead plane, qui aura, lui, fait la trajectoire, vu qu'il y aura une porte de sortie, il aura fait tout le boulot pour eux. Puis, une fois qu'ils auront largué, il va se remettre à orbiter en Tout à attendant fait. les autres, voir le développement Tout à du fait. feu, et Exactement. quand quelqu'un revient, ben... Donc en fait, ça accélère un paquet de choses, et surtout, ça évite que des gens qui n'ont aucune expérience sur les feux puissent en fait, doivent attendre quelques années, être entraînés, etc. Ça accélère ça aussi, ce processus. Sachant que les pilotes, a priori, de l'A400 seront... de l'armée de l'air. Hein. L'armée de l'air sauront bien faire les vols à basse altitude, donc ça, il n'y a plus à entraîner. Par contre, le feu de forêt, ils ne sauront pas. Donc là, faire confiance au pilote de lead plane qui va dire, bon, voilà la ligne, voilà le début de largage que je veux, voilà la fin de largage que je souhaite, et ainsi de suite. Sur les feux de Los Angeles, les avions du Cal Fire ont été relativement peu sollicités. Enfin, il y a eu quand même pas mal de Broncos qui sont passés, mais en termes de largage, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de largage à part des trackers. Non. C-130 peut-être plus. Enfin, il y avait un C-130 Un en service. C-130, mais en fait, ils ont été plus détournés sur un autre feu sur la frontière mexicaine, d'après ce que j'ai compris. Et donc, en fait, le feu des palissades, après la première journée, il n'y avait plus grand-chose à faire pour eux. Moi, j'avais été surpris de voir l'intensité des opérations, des tankers un peu partout, et puis le lendemain, rien. Que dalle. Ouais, parce que quand le feu arrive en bout de machin truc, il n'y a plus rien à faire. En fait, l'intensité et en fait, la durée des feux, elle est très courte. C'est sur 12 heures. Je rappelle le Valley Fire 2015, pas loin de Santa Rosa, 60 000 acres, donc ça fait 30 000 hectares, en 10 heures, donc 3 000 hectares de l'heure. Alors que là, on a 24 000 hectares et ça dure un mois. Ouais. Donc, et en fait, il est arrivé tout en bas d'une vallée, poussé par les mêmes feux, les Santa Ana à l'époque. Et en fait, quand il est arrivé dans la vallée, après il tombe sur les champs, etc. Et le feu s'arrête. C'est hyper intense pendant 10-12 heures. Puis après, en fait, le feu, il a fait son job. J'ai une remarque que je trouve pertinente, mais tu vas voir pourquoi. To Fly qui dit les trajectoires des largages, tout ça est capitalisé dans une IA quelconque. Bonne question. J'imagine. Est-ce que vous... C'est-à-dire IA quelconque. Une IA, c'est-à-dire que est-ce que tu rentres tes données de largage quelque part de façon à faire mouliner un ordinateur pour dire, voilà... Alors, non, l'IA, c'est l'expérience du pilote au moment des largages. Ah oui, non. Par contre, il y a des avions... Toutes les datas... Voilà, genre les King Air, qui survolent pendant et après les feux, qui analysent les largages, qui analysent plein de choses. J'en ai pas sur l'écran, mais du mapping, il y en avait tous les matins et tous les soirs. Oui. Mais j'étais surpris, le mapping, le nombre d'avions envoyés pour faire le quadrillage, mais derrière, quand tu vois les sites internet qui te disaient, aujourd'hui, ces maisons-là sont brûlées, ça a survécu. La vraie question que j'ai, c'est actuellement, là, on est 6 mois après les feux, enfin 5 mois. Ouais. Il n'y a pas de reconstruction pour l'instant, c'est encore tout est rasé. Personne n'est revenu parce qu'il y a 200 000 personnes évacuées. Ouais. Elles sont où je n'ai pas la réponse. Elles sont encore dans des gymnases, elles sont dans des hôtels, elles sont chez leurs parents. Enfin, alors, il faut savoir qu'il y a un exode de Californie. Les gens quittent la Californie parce que, c'est un pays qui est... C'est un État. Un État qui est très taxé. D'accord. C'est les mêmes taxes, même niveau de taxes qu'en France. Et donc, en fait... avec en plus les prix maintenant des assurances, de ceci, de cela, les gens décident d'aller dans des endroits moins taxés, genre le Texas, genre la Louisiane. Oui, c'est ça. Les gagnants de cette affaire-là, c'est quoi? C'est les États du Sud? Du Sud ou même de l'Idaho, du Montana. Les gens ont envie d'autre chose, quoi. Ils n'en peuvent plus d'être dans les feux. C'est-à-dire qu'en plus, Los Angeles, comme ville, c'est pas la plus agréable du monde. San Francisco... c'est autre chose. Mais Los Angeles... c'est pas vraiment une ville, en fait. C'est une suite de faubourgs, de villes qui sont rattachées sur 100 km de long. Bon, mais je pense que les gens sont un peu écœurés des prix. Ouais. Donc, on va donner des prix pour habiter à San Francisco, c'est délirant. C'est délirant. Et alors, même à Paris, à côté, ça fait pas cher. Mais ouais. Et en fait, on revient au côté pionnier des Américains. C'est des Européens qui ont débarqué, qui ont avancé tout droit, qui ont écarté ceux qui étaient là, voilà, ils se sont fait leur place, mais bon, ça c'est l'histoire du monde. Alors je vous conseille une série qui s'appelle 1883, c'est sur ces pionniers qui débarquent et qui avancent pour aller jusqu'en Oregon, etc.
cet esprit est toujours là aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens disent, bon, ben, Los Angeles, voilà, ça devient trop cher, machin, bon, ben, je vais ailleurs. Okay, Ils vendent leur baraque, il n'y a pas le même attachement à une maison, il n'y a pas le même... c'est autre C'est un chose. pays jeune. Ah ouais. Les bâtiments les plus anciens que tu vas croiser, ils ont même pas 300 ans. C'est ça. Donc, Quand je leur montre les baraques ou les trucs en France et que je leur dis, voilà, 1700 et quelques, 1700, quoi, mais voilà. l'Amérique n'avait pas encore été découverte. Si, mais on s'en foutait. leur maison a brûlé. Et le fait que les maisons soient en bois aussi Alors là- participe à ça. Ouais, alors là, c'est aussi le problème. Bah, c'est le Parce que- matériau le plus facile à trouver. Tout à fait. On est bien mais d'accord. en même temps, il y a un problème, par exemple, du côté de San Francisco, c'est que c'est antisismique. Oui. Alors On ne voilà. peut pas construire en pierre. Incroyable. Donc en fait, il faut construire en bois. C'est bien pour les tremblements de terre, ça pose problème pour les feux. Et voilà. Donc donc les gens vont dans le Montana où il n'y aura pas la Big One. Alors, Il y aura il des n'y aura feux. pas, mais par contre, l'hiver, ça caille. Hein, je peux te dire. Bon, bref. Bon, ouais. Et alors donc il y a eu un truc un peu incroyable incroyable parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cru à cette histoire-là. Ah ouais. Ah ouais. Et il y a eu un truc, le Canadair 243 du Québec était en détachement saisonnier Oui. à Van Nuys. Ah, A tapé un truc. Enfin non, ils s'en sont pas rendus compte, les mecs. Ils ont fait leur mission, ils se posent. Tiens, regarde, t'as vu ton bord d'attaque? Ouais. Hein, quoi? Bon, il y a un trou. Ok, ils vont fouiller dans le trou. Et ils trouvent. Oh, ils ont trouvé un truc, hein, ils ont trouvé ça. Ah, vache. Mais c'est un truc, mais ça coûte. C'est un. Alors, je remercie le rédacteur en chef d'Hélico Micro qui m'a bien briefé sur les drones, etc., avec qui j'ai échangé. Et en fait, il m'a dit, mais ça, c'est un DJI, un J3. Enfin, ça pèse 290 C'est grammes. Ça a tapé, ça a fait un peu de dégâts au bord d'attaque. Ça n'a pas mis l'avion en danger parce que les ailes des Canadair, c'est plein de vide. Et puis Ouais. surtout, c'est de la peau de locomotive. Et puis que bon, voilà, ça peut voler sans. Peut voler avec des trous, un Canadair. C'est pas un problème. C'est pas un avion de ligne. 70 000 $ de travaux, c'est que dalle. Ouais. C'est que dalle. Et d'ailleurs, l'auteur des faits s'est engagé à rembourser Ouais, lui-même. Sinon. Donc, il y a eu un problème d'un drone au-dessus de Los Angeles pendant les feux. Enfin, un vrai danger pour tous les appareils qui étaient en vol pour sauver des gens. Alors, c'est des hélicoptères légers qui ont des vitres qui sont pas épaisses. Ouais. Sais-tu combien? Parce que là, un des chefs de la sécurité, machin, je discutais avec lui, il dit, mais c'est lui qui me dit les chiffres. Il m'a dit, tu sais combien il y avait de drones par jour sur les feux des palissades? J'en sais rien, moi je pensais 20, 30, une allez. dizaine, vingtaine, machin. Entre 600 et 900 drones. 600 et 900 drones par jour. Je veux dire que 600 à 900 drones, et en fait, le truc, c'est qu'il y en a qu'un qui a tapé. C'est un miracle. C'est un miracle. Surtout, ce qui est inquiétant, c'est que les gens, ils font décoller leur drone pour voir, prendre une photo, je ne sais pas quoi. Ils sont complètement inconscients parce que des hélicoptères, des avions qui sont en mission sur les feux, mais ils n'ont même pas idée que leur drone puisse... C'est de l'inconscience complète. On l'avait évoqué pendant des émissions, cet impact. Moi, j'avais pas le chiffre de... J'avais pas un Moi chiffre. non plus. Moi, je l'ai eu après. Par toi. Ouais, bah oui. Mais j'en revenais pas. D'ailleurs, Calfire, je ne sais pas s'ils l'ont sorti officiellement. Alors, moi, j'ai jamais vu. Mais le mec, il me l'a dit. Ça, c'est un danger à venir. Parce que là, il a tapé le porte-attaque. Ouais, Mais il tape une turbine, il tape un cockpit. Un cockpit. Alors, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que le cockpit, les vitres du Canadair, elles sont costauds. Ouais. Par contre, les hélicos, les HBE, Bien sûr. c'est très fin. Mais non, Tu mais- tapes un drone, si le gars il a la verrière relevée, il perd la vue, il se plante. Ou hein. alors Enfin, c'est dans le rotor, ou alors machin. Non, mais franchement, c'est hyper dangereux. Et moi, les réactions que j'ai vues de dronistes, c'est non, c'est pas possible. J'en ai même eu qui m'ont dit oh, mais non, c'est pas possible, il n'y a jamais aucun avion qui vole aussi bas. Bah, si. Si. Si, si. Et surtout quand il y a un feu, mais dégagez d'ici. Enfin, je veux dire, c'est pas. Et alors, en plus, l'idée d'aller prendre des photos, des machins trucs, il y a un côté quand même un peu malsain. Alors, bonne remarque de Jésus 2, le retour. Si chacun des 600 drones portait un seau d'eau, ce serait utile. Oui, mais sauf que sur un drone J à 290 grammes, t'emmènes quoi même pas un verre d'eau. Non, mais c'est ridicule. Ça sert à rien. Donc, le problème des drones de 300 grammes, c'est pas tant le choc, le danger, mais les batteries lipo qui peuvent aussi exploser, il faudra le feu. Alors, ça, c'est un deuxième. Mais non, Je n'avais même pas pensé. Voilà. Alors, Mais non, le vrai danger, c'est l'impact. tu mets un pilote KO. Moi, et je pourrais les sortir un de ces quatre, j'ai ici une collection d'une petite revue de l'armée de l'air qui s'appelle le Bulletin de sécurité des vols. Ouais.
qui était l'organe de liaison de l'armée de l'air pour dire, bah voilà les situations dans lesquelles des pilotes se sont retrouvés. Pour avoir un REX, un retour d'information. Et dedans, je vous le retrouverai, il y a un pilote de Mirage F1 qui a un jour tapé un piaf. Quand il se pose, il sort de l'avion, il est couvert de sang, de plumes, la vitre a explosé, et il ne doit la vie qu'à un truc tout bête, c'est la verrière baissée, la visière baissée. Quand vous volez sur un avion, portez des lunettes de soleil. Pas parce qu'il y a du soleil, c'est parce que c'est la protection pour vos yeux. Vous prenez un piaf, prenez les plumes, les morceaux d'os, etc., vous perdez la vue. Donc il faut une protection. Et vous, au Calfire, vous volez avec des casques, visière blanche, pas forcément la fumée. Et donc, parce que vous pouvez taper une connerie. Pour revenir au-delà de ça, les drones n'ont rien à faire. Alors, oui, ça, il y a aussi ça. Ils peuvent dire, ouais, mais les pompiers au sol, ils peuvent avoir leurs drones et tout. Mais les pompiers au sol, quand il y a des avions... Allô, il y a la radio. D'abord, il y a la radio, mais surtout, ils ne les mettent pas en l'air. Éventuellement, ils attendent la nuit, éventuellement, machin. Alors, ils peuvent les utiliser en opération, mais je pense qu'il y a des liaisons radio qui font que là, il y a des bombardiers d'eau qui arrivent. C'est un peu comme dégagez-vous, on va larguer. On arrive, on enlève les drones, on ne va pas les utiliser. On n'en est pas là. Pour l'instant, on n'a pas besoin des drones, honnêtement. À part pas ces drones-là, en tout cas. On a 900 drones de gens qui étaient juste là pour faire des photos souvenirs du malheur des autres. Mais c'est ça. C'est malsain et c'est complètement inconscient. Mais alors, le problème, c'est que les 900 drones, il y en a un qui a été chopé parce que ça a tapé. Il ne prend pas cher, finalement, 75 000 € d'amende, c'est pas énorme. Le problème, c'est que si, admettons que le Québec se crache, il se crache, il y a 2 morts. Il y a 2 morts, le gars, non seulement il va en tôle, mais il va en tôle pour le reste de sa vie. Pour assassinat, donc voilà. Donc en fait, la grosse information de ces feux de Los Angeles, bon, elles sont très particuliers parce que c'est des feux de forêt qui deviennent des feux. Alors attention, il n'y a pas tellement de forêt, il y a surtout de la broussaille. Là, c'est un feu de broussaille. Ça fait penser plus à la Corse, tu vois, la grosse broussaille qui est aux portes du feu de maquis. Du feu de maquis, voilà. Poussé par un vent... 150 km/h. Bon. Et donc là... Mais alors, le truc délirant, c'est que des vents à 150 km/h, les drones y tiennent? Écoute, ils tentent. En tout cas, incursion de 600 à 900. Moi, le gars me l'a dit. Je dis, bon... c'est énorme. C'est Monsieur Sécurité, là. Il savait être un problème, ça, à l'avenir. Ça. Alors, je fais juste une autre parenthèse. Sur un feu près de Santa Rosa, où je suis... l'hélico, parce qu'on est avec un hélico, de tracker, etc. L'hélico repère un drone que nous, on n'avait pas vu. Et l'hélico le repère. Il a largué toute sa flotte sur le drone. Il l'a foutu par terre. Du coup, ils ont arrêté le propriétaire. Avec le numéro de série, tu dois pouvoir le récupérer. Le gars était pas loin. Il a détruit le drone. Donc, je l'ai appelé. Je dis encore 4 était un as. Joli. C'est des anecdotes. Mais en fait, au final, ce qu'il faut, c'est si ça crame, d'abord, vous n'avez plus rien à faire sur la zone, sauvez votre peau, allez ailleurs. Dégagez. Plutôt que de prendre un drone et machin. Bon, après, le bassin de population de Los Angeles est, je sais plus, c'est une dizaine de millions d'habitants, c'est ça? Après, On sait qu'aujourd'hui, les drones, c'est quand même quelque chose que tu touches à 200 $, à 400 $, donc c'est assez répandu finalement d'en avoir. Est-ce qu'on n'est pas à la limite de se dire on n'en a eu que 900? Écoute, moi j'ai trouvé le chiffre énorme. Il est monstrueux, mais donc, finalement, est-ce qu'on risque pas plus dans ces zones-là encore? Pour finir là-dessus, je pense qu'il va falloir faire très très attention aux drones dans l'avenir. Voilà, sur les opérations feux de forêt. Pour les hélicos, je pense plus aux hélicos qu'aux avions, mais éventuellement aux avions. Mais ça va devenir un vrai problème. Malgré les campagnes, on met ça dans tous les aérodromes, des posters, des machins, trucs. En fait, les gens s'en foutent. Et il y a un côté très égocentrique, j'ai mon drone, je fais ce que je veux. Il y a un truc tout bête, c'est que les gens qui ont des drones, ils vont pas sur les aérodromes. C'est vrai. Ils se sentent pas concernés par l'aviation. Je te dis, les réactions que j'ai eues, il n'y a pas d'avion qui vole si bas. Si, un Canadair, ça vole bas. C'est sur la boîte du drone qu'il faut l'écrire, comme pour le tabac. Voler bêtement tue. C'est pas dans les aérodromes qu'il faut le mettre. La plupart des acheteurs de drones n'en savent rien. C'est vrai aussi. Etc. Mais en fait, on ne sait pas où le mettre. Alors, il faut le mettre dans les journaux locaux, il faut le mettre je ne sais pas où. Mais faut le mettre dans les boîtes des drones. Ouais. Bonjour, la Californie, vous savez qu'il y a des problèmes de feux de forêt. Bon, vous achetez votre drone. Le faites pas voler sur les feux, ça sert à rien. Un petit speech avec la petite affiche. En plus, elle est sympa, l'affiche. En Allemagne, je connais un aérodrome qui partage avec ceux qui font du radiocommandé. En France, j'en connais aussi plein d'aérodromes où tu as la zone pour les avions radiocommandés. Les mecs qui font du drone,
ce ne sont pas des aéromodélistes, ce sont des gens qui font du drone. Et les aéromodélistes ne sont pas concernés par ces problèmes-là. Donc on a vraiment des communautés qui sont différentes dans leur approche de l'objet volant. Et les gens qui font du drone ne sont pas des gens du milieu aéronautique, ne comprennent pas l'aéronautique, ne sont pas du tout dans la culture de l'aéronautique, que ce que les aéromodélistes sont beaucoup plus. Ah bah, carrément. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour des trucs. Alors, un dernier point avant de rendre l'antenne. Là, t'es bon, bah, là, t'es à Paris pour la famille, tout ça, machin. Tu repars. La saison commence début juin pour toi. Ouais. T'es à Santa Rosa. Tu vas avoir quelqu'un à entraîner cette année? Ouais, dès que j'arrive, en fait, on a formé. En fait, la formation des élèves se passe en 4 phases. La première phase, elle est à Sacramento, où on a À la base centrale, il n'y la en a base qu'une. centrale. Et donc, ils viennent. C'est en fait un entraînement initial assez basique, décollage, atterrissage. Bon, on fait les largages, etc. Mais on n'est pas dans le tactique. On est là pour voir si l'élève apprend à un niveau assez rapide, de façon à ce que la phase 2, quand la saison commence, il rejoint les instructeurs. Donc moi, je serai à Santa Rosa, d'autres ailleurs. On est 7 instructeurs au total. Donc là, on avait 4 élèves. Les 4 se débrouillent très bien, donc il n'y a pas de souci. On a déjà eu où on voit que dès la phase 1, que ça va pas le faire ou ça va être compliqué. Là, visiblement, vos candidats sont OK. Ça Ouais. va falloir les faire monter en performance. Bah, c'est surtout que, en fait, l'aspect tactique. Donc il y a 4 phases. La première, c'est être sûr qu'en fait, c'est les pilotes qui sont capables de décoller, poser l'avion et comprendre l'instruction de base. Et après, ils rejoignent en phase 2, donc les instructeurs sur base saisonnière. Ah, mais c'est les meilleurs. Et donc, moi, je suis à Santa Rosa, il y en a d'autres qui sont ailleurs. Je répète, on est 7. Et en fait, les élèves vont faire le tour des 7. Et ça prend 2 ans, en fait, l'apprentissage prend en gros 2 ans à 3 ans. La phase 2, c'est la phase où on apprend le plus, parce qu'il y a la phase tactique, etc. Et puis c'est là où on les emmène dans les endroits aussi un peu compliqués. Et puis la phase 3, en fait, l'instructeur se retire un petit peu, un maximum. On fait plus du coaching que de l'instruction. Et en fait, se laisse faire, avec de temps en temps des petits points de coaching. Et la phase 4, en fait, l'instructeur n'est censé plus rien dire. Oui, le gars est autonome et doit se démerder par lui-même. Simplement, on vérifie que niveau sécurité, machin. Et donc là, ça emmène à 2 ans, 3 ans, 3 saisons. Ça dépend de... Certains l'ont fait en 1 saison et demie. Ça dépend de l'intensité des saisons. Vous avez un nombre de largages à effectuer minimum ou c'est vraiment en fonction du feeling de l'instructeur? Parce qu'en France, à la sécurité civile, si tu es lâché commandant de bord, il faut que tu aies fait X largages. Alors, il y a un chiffre. Ça dépend tellement de la saison que, par exemple, la saison il y a 2 ans, on a tellement rien fait que c'est difficile de la compter comme saison. D'accord, donc bon, c'est comme ça. En gros, 200, 300 heures de vol, quand même. à peu près. Mais donc, il n'y a pas une norme il doit faire X largages Alors pour après, être lâché. ils ont un cahier de progression, et en fonction des phases, il y a des trucs à faire, etc. Donc on coche, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça revient à 200, à peu près 200 largages. En gros, mais tout ça, c'est une moyenne. Donc, toi, tu es instructeur par vocation, tu n'as pas forcé à l'être. non, c'est vraiment quelque chose que toi, tu ressentais. En fait, c'est un peu pour aussi remercier ceux qui m'ont appris. Et d'ailleurs, mon premier capitaine m'a dit, moi, je vais t'enseigner à une seule condition, c'est que tu me fasses la promesse qu'un jour, tu enseignes à quelqu'un d'autre. Donc, il y a un côté transmission, maître-élève, ouais, forgeron. compagnon du devoir. Parce que je pense que l'aviation, c'est ça. Je pense qu'un jour, on est élève, et puis un jour, on apprend, on est le pilote, puis un jour, on est le pilote qui instruit un élève. Mais tout le monde n'est pas pédagogue. Non, c'est vrai, et il y en a d'ailleurs, j'ai des bons copains qui sont d'excellents pilotes de largage, là, mais qui, eux, me disent jamais je ferai instructeur. Il faut avoir un peu la fibre en disant... Tu en avais fait un peu d'instruction, notamment chez Fly Safety, où tu es instructeur simulateur. Hein, l'hiver, tu faisais ça à une époque. C'est très bien, parce que ça me permettait de faire des tours de sim. Mais tu avais ça dans le sang, quelque part. Bah écoute, je sais pas. En tout cas, j'étais réclamé par les clients. Tiens, une remarque de Cyrus, qui donc était dans le Grand Nord, et qui nous dit: quel type de profil vous recherchez pour de nouveaux élèves? J'aimerais bien me reconvertir d'ici quelques années. Oui. Bah, alors, en fait, idéalement, c'est des gens qui ont fait un peu de tout. Ah. Parce qu'on s'aperçoit que les mono-carrières, c'est pas forcément les meilleurs dans les prises de décision, dans le côté être à l'aise assez rapidement dans une machine volante, etc. Donc des gens qui ont fait un peu de tout. De la brousse, du travail aérien, un peu de ligne, de la chasse, éventuellement. Voilà. On a un pilote de chasse, là, il est sur F-15.
Bon, bah, sur les 4, il est bien. Voilà, il y en a un, il a autre chose. Il a fait plein de trucs avant et il a cet esprit touche à tout et en même temps, il faut aussi avoir une rigueur et une discipline personnelle. Parce que, et c'est pas la première réaction que j'ai sur les 3 émissions qu'on a fait ensemble sur le feu de forêt, etc. C'est comment il y a beaucoup de jeunes pilotes, ce que ça fait rêver. Ouais, bien sûr. On en connaît beaucoup. Salut Benjamin, qui est en Afrique actuellement et qui est en train de tester des pistes de brousse improbables et à chasser le croco. Hein? Ben voilà, c'est un peu dans ce profil-là, des gens qui ont touché à tout. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens, par exemple, au fin fond de l'Afrique, au fin fond du Canada, comme toi, Cyrus, ouais. C'est des gens qui vont devoir prendre des décisions très rapides dans des météos pourris, dans des terrains pourris, dans des machins. Et en fait, cette prise de décision rapide et toujours dans le bon sens, ou a priori s'en sortir, fait que ça aiguise le jugement, ça aiguise la décision, ça aiguise tout ça. Et en fait, quand on arrive et que c'est juste une nouvelle mission, une nouvelle activité, mais en fait, on a déjà, de ce passé-là, on a gardé l'espèce d'activité. C'est une gymnastique mentale de situation que tu as vu. Et d'être rapide dans la décision. Oh là, il y a un nuage, je ne vais pas y aller. Ou j'y vais parce que voilà. Enfin... Après, il y a des règles. On a des règles de toujours avoir des portes de sortie, etc. Mais ça, on les apprend avec les instructeurs. Mais surtout avoir déjà cette notion d'être vif dans l'avion, vif dans la décision et d'avoir sa propre rigueur personnelle. Donc en gros, alors après pour le Calfire, tu as des histoires de citoyenneté, de carte verte, etc. Il faut avoir le permis de travail, c'est une des choses. Mais en gros, tu te pointes avec n'importe quel CV un peu expérimenté. Ah oui. Voilà, bon, tu as quelques milliers d'heures de vol, un peu varié, un peu de tout. Et là, on va étudier ton dossier. Alors, déjà, tu as un entretien et après, tu fais un vol dans un simu, je crois que c'est un King Air, où en fait, on s'en fout de ce qu'on pilote, c'est pas le problème. On te met des choses et ce qui est important, c'est la réaction. Après, tu as des gens qui disent oui, mais moi, on m'a pas dit ça, on m'a pas dit ça. Mais justement, on t'a rien dit et ce qu'on veut, c'est que tu te dépatouilles avec le peu que tu sais. Donc ça, c'est la sélection. Bah écoute, Cyrus, si tu as le permis de travail au Canada, va voir Conner, va voir la Stag, va voir... Ça, c'est ce que je ferais aussi. C'est que j'ai déjà encouragé d'autres pilotes qui m'ont dit ceci, cela. Je dis, mais allez donc au Canada. Il y a un manque de pilotes, y compris dans les feux de forêt. Donc, au Canada, je crois savoir que c'est... Ils cherchent du monde. Donc, Puis, à Conner, par exemple, ça va être comme au Calfire. Conner, ils vont te faire voler sur le TBM d'abord. Tu ne vas pas toucher au Dash 8 tout de suite. Tu vas faire ton expérience sur feu comme ça, et ça peut être des expériences qui sont vachement sympas. Ah ben c'est super. TBM ou TC 690 si tu veux faire de la vitesse. Donc le Calfire, quand tu es embauché, tu commences par faire du Bronco, ce qui te permet d'apprendre, en fait d'abord la FTA, etc. Et surtout de comprendre tactiquement, puisque tu pilotes un officier aéro expérimenté, et que non seulement il va te briefer, mais après, ce qui est très important, c'est les débriefings. Il va t'expliquer pourquoi il a choisi cette tactique, etc. etc. Après, j'espère que tu vas prendre des notes pour comprendre tout ça. Moi, non. et dans la foulée, tu vas faire ça 2 ans, peut-être 3, et après, tu mets ton nom dans le chapeau pour être sur Tracker. Mais c'est très important de commencer, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, donc, il faut commencer par quelque chose. C'est le mieux. Mais il faut aller voir toutes les sociétés qui louent des avions Air Attack, donc qui ont des King Air, qui ont des Aero Commander, et essayer de faire du pilotage d'avions Air Attack, donc d'avions de coordination, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est hyper formateur. Et après, éventuellement, copilote sur un avion bombardier. Voilà. Et après, éventuellement, passer capitaine un jour. Alors, toi, là, tu pars début juin. Fin mai. Tu reviens novembre, décembre Ouais, probablement décembre. Parce que je finis en fin novembre et après, on a une semaine de retour d'expérience. De saison avec les élèves. Donc là, tous les instructeurs, on se réunit pendant une semaine et on voit ce qui a été fait, ce qu'il faudrait faire, etc. Bon. Donc probablement je serai ici début décembre. Début décembre. Eh ben, tu viens nous raconter la saison comme maintenant on va prendre l'habitude. Tu viendras nous raconter ce que tu as fait dans la saison.
T'oublie pas de me balancer toutes les photos que tu peux me balancer pendant cet été, parce que crois que moi, j'ai- ça m'occupe. Continuez à suivre l'émission, partagez les replays, tout ça, faites connaître, parce on n'a pas de problème d'audience, mais plus on en a, mieux on est. Jérôme, merci d'être venu. Eh ben, je t'en prie. Merci à tous d'avoir été actifs, d'avoir posé des questions, à la fois sur YouTube et sur Twitch. C'était très, très dynamique et on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci de votre fidélité et on se voit donc la semaine prochaine. Bon week-end à tous. C'est bien.